Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Omicron menace les fêtes de fin d'année alors que la 5e vague de Covid-19 déferle sur toute l'Europe. Le gouvernement princier appelle la population à se faire vacciner. Ce matin, le ministre d'État Pierre Dartout s'est rendu à l'auditorium Régnier 3. Reportage à suivre dans quelques instants. Noël, fête familiale, fête également symbolique pour les croyants. Pourquoi Noël a lieu un 25 décembre et quelle est sa signification? Nous en parlerons avec l'abbé Christian Venard. Du sport et l'AS Monaco qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. En revanche, la Roca Team s'est inclinée en championnat face à Limoges. Résumé dans ce journal. La magie de Noël sur glace, nous reviendrons sur le spectacle proposé ce week-end par la mairie de Monaco. Et puis le Monaco Dance Forum s'achève avec une performance saisissante à retrouver à la fin de cette édition. Le variant Omicron, invité indésirable de Noël, l'épidémie menace ces fêtes de fin d'année. Si certains pays européens ont choisi de renforcer leurs mesures avec notamment le retour du confinement, ce n'est pas le cas en principauté. Toutefois, le gouvernement princier appelle à la plus grande vigilance alors que le virus circule et que les contaminations sont de plus en plus importantes. Le taux d'hospitalisation reste néanmoins en dessous du pic atteint en début d'année. Ce matin, le ministre d'État Pierre Dartout s'est rendu à l'auditorium Régnier 3 au centre de vaccination et de dépistage. Il revient sur la situation en principauté. Il y a une augmentation du nombre de personnes hospitalisées, notamment le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, mais nous ne sommes pas, heureusement, dans des chiffres que nous avons connus au mois de février ou au mois de mars dernier, où l'hôpital était vraiment très saturé et a fait face avec un grand professionnalisme. Ce qui veut dire que si nous sommes dans cette situation, il faut que les non-vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, aient bien conscience que c'est grâce à ceux qui se sont fait vacciner. Parce que le fait de s'être fait vacciner limite considérablement la contamination et le développement des formes les plus graves. Avec cette visite aujourd'hui, vous souhaitiez apporter votre soutien aux équipes présentes ? Oui, c'est non seulement un soutien, mais c'est leur exprimer au nom du gouvernement princier notre reconnaissance, nos remerciements, mais je dirais aussi notre admiration, parce qu'on a affaire à des gens qui s'engagent, notamment des retraités, et qui viennent ici volontairement pour participer à un grand service public pour l'ensemble de la principauté. Et lors de cette visite, Pierre Dartout était accompagné du ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. Ils sont allés à la rencontre des équipes du centre Covid, mobilisées depuis maintenant plus d'1 an et demi pour afficher leur solidarité. Alexandra Pani et Alexandra Marangoni étaient sur place. 3 structures bien distinctes pour répondre aux différentes problématiques de cette épidémie. Des équipes mobilisées depuis plus d'1 an et demi. La visite du ministre d'État et du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé avait pour objectif de remercier et féliciter les équipes pour leur implication. Au centre de vaccination, les prises de rendez-vous ne faiblissent pas en cette fin d'année. Entre 3e dose et obligation de passe sanitaire, 2000 vaccinations en moyenne sont comptabilisées par semaine. 65 000 doses ont été injectées en principauté, dont 11 000 3e doses. On fait beaucoup de 3e doses. La semaine dernière, on en a fait plus de 1650. Donc il y a un recrue de l'activité. Que l'on ait eu des symptômes suspects, que l'on soit cas contact ou simplement pour voyager, nous sommes nombreux à avoir franchi la porte du centre de dépistage. Situé dans l'aile droite de l'auditorium, ils sont une quinzaine du côté administratif et une dizaine d'infirmières recevoir les patients pour un test PCR ou depuis quelques mois une sérologie. Ouvert du lundi au vendredi toute la journée, le samedi matin. 7000 tests sont réalisés en moyenne par semaine et eux aussi connaissent une augmentation des rendez-vous ces dernières semaines. Les gens sont plutôt contents du service qui est rendu. C'est vrai que nous avons beaucoup de remerciements et ça nous fait vraiment plaisir puisque ça fait plus d'1 an et demi que le centre est ouvert et avec une charge de travail vraiment importante. Et c'est vrai que tous ces messages de remerciements nous touchent et nous donnent l'énergie pour continuer en cette période un petit peu difficile. Nous faisons plus de 500 tests PCR par jour. À cela s'ajoute environ une centaine de sérologies. Donc ça fait plus de 600-650 personnes par jour qui passent au centre de dépistage. C'est un rythme de travail qui est très soutenu.
Un rythme qui ne va pas se ralentir pendant cette période de fête, ainsi qu'au retour des vacances. À l'abri du public, eux sont les voix à l'autre bout du combiné. Ils assurent le suivi médical des patients à domicile ou mènent les enquêtes épidémiologiques. 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Le centre de suivi est une exception monégasque. Actuellement, 260 personnes sont suivies à domicile. 5000 appels par jour sont passés, 400 000 depuis le début de la crise. Il permet de guider, rassurer et communiquer quotidiennement avec les malades. Ce suivi individuel offre la possibilité de ne pas surcharger le centre hospitalier avec des patients qui ne nécessitent pas forcément une hospitalisation. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 700, la principauté se prépare à la menace de la 5e vague. En cette période de fête de fin d'année, les chiffres augmentent et les efforts collectifs ne doivent pas retomber. Merci. Et des réunions de travail doivent avoir lieu ces prochains jours afin d'anticiper une nouvelle vague épidémique. Des mesures seront probablement annoncées. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. Et toujours dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, sachez que l'IM2S s'associe à la campagne de vaccination. L'établissement met ainsi ses locaux et ses équipes médicales à disposition pour vous faire vacciner. Plus de détails en appelant le centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00. L'occasion également de vous rappeler l'importance du respect des gestes barrières à l'approche de Noël. J-4 avant le réveillon de cette grande fête familiale pleine de signification, notamment pour les fidèles. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Pourquoi un 25 décembre, mon père? Pourquoi Noël s'appelle Noël d'ailleurs? Alors, Noël s'appelle Noël, en fait, c'est un dérivé de dies natalis, donc du latin, donc natale, encore en italien, et ça a dérivé avec le vieux français et c'est devenu Noël, donc ça veut dire naissance. Et pourquoi cette date-là? C'est parce que avant, il y avait déjà, bien avant le christianisme, des fêtes, notamment à l'époque de l'Empire romain, qu'on appelait les Saturnales, et qui célébraient à peu près à ce moment-là, au moment du 25 décembre, le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. C'est-à-dire, nous le savons, c'est la période à laquelle enfin les jours vont commencer à nouveau à progresser, mais petit à petit, quand le christianisme est devenu la religion majoritaire dans l'Antiquité romaine, dans l'Empire romain, eh ben, il y a eu cette idée de christianiser ces fêtes, de leur donner un sens chrétien, et comme nous attribuons au Christ aussi le fait d'être notre soleil, d'être notre Orient, celui qui nous apporte la lumière, alors très naturellement l'idée est venue de placer une fête pour célébrer la naissance de Jésus au moment même où on avait déjà l'habitude de célébrer le moment où le soleil se remet à grandir et à devenir plus important dans les journées. Et donc un 25 décembre. Qu'est-ce que cette fête représente pour les fidèles au-delà du moment de partage ? Cette fête, c'est vraiment l'occasion, je crois, ce que nous admirons dans la crèche, c'est un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Et ce Dieu veut se faire proche de nous. Et quand il veut se faire proche de nous, il arrive comme un petit enfant dans le dénuement. Et c'est quelque chose qui nous touche profondément parce que peut-être dans notre Occident, on a eu l'habitude de mettre autour de cette fête beaucoup de choses très matérielles, qui sont sympathiques, le repas de Noël, les cadeaux, mais quand même le sens profond de cette fête, le sens d'un Dieu qui s'appauvrit, qui se rend pauvre parmi les pauvres, qui vient partager notre condition humaine, et ça c'est une immense joie. Et d'ailleurs dans la nuit de Noël, nous disent les évangiles, les bergers ont l'apparition d'un ange, les bergers autour de Bethléem, qui leur dit une grande joie pour l'humanité, pour les hommes de bonne volonté, un sauveur vous est né. Christian Venard, cet entretien est également l'opportunité d'aborder une nouvelle collaboration entre Monaco Info et le diocèse. Elle débute ce samedi avec la diffusion sur notre antenne du film Marie de Nazareth. Exactement. Alors, on avait un peu commencé, vos téléspectateurs se sont rendus compte, cette collaboration avec désormais tous les dimanches la messe télévisée à partir d'une des paroisses du diocèse de Monaco. Et puis on a voulu aller encore un petit peu plus loin et donc régulièrement, tous les 3-4 mois, nous proposerons ensemble, le Monaco Info et le diocèse de Monaco, un film avec une thématique chrétienne, plus ou moins directe, et à la suite de ce film, un débat, on a d'ailleurs tout simplement appelé ça le débat
débat avec en plateau un peu des spécialistes. Alors pour la première, la diffusion du film Marie de Nazareth, et puis après nous avons reçu un père dominicain, un des plus grands spécialistes actuellement de l'exégèse, qui a dirigé dans la collection bouquin le dictionnaire Jésus, et on a voulu lui poser la question, est-ce que tout ça c'est juste des pieuses légendes ou est-ce que c'est vrai? Alors rendez-vous avec grande joie le 25 soir sur Monaco Info pour voir le film et pour en débattre après. Et le rendez-vous est pris. Merci Christian Venard d'avoir été notre invité. On Merci précise également aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver les horaires des offices de Noël sur votre site internet, le diocèse de Monaco. Absolument, ainsi que sur les bornes du diocèse devant chaque église, sans aucun problème. Et j'en profite pour, au nom de tout le diocèse de Monaco, souhaiter à tous les habitants de la principauté un très saint et très joyeux Noël. Excellente fête à vous aussi. Dans le reste de l'actualité du football et la victoire de l'AS Monaco en Coupe de France. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Les Monégasques ont validé leur ticket pour les 16e de finale de Coupe de France en gagnant sur la pelouse du Red Star. Les Rouges et Blancs se sont imposés 2-0. Les Monégasques sont donc dorénavant qualifiés pour les 16e de finale de Coupe de France. Ils se déplaceront sur la pelouse de Quevilly-Rouen, 11e du championnat Ligue 2, début janvier. Oui, Quevilly qui est entraîné par un ancien de la maison rouge et blanche, Bruno Irles. Un mot à présent sur cette visite au Palais Princier. Un bout de glacier a fait escale sur le rocher, Christinda. Oui, Émilie, réputé comme étant le plus haut sommet de Slovénie, le mont Triglav culmine à 2864 mètres. Mais ce grand glacier, qui couvrait plus de 45 hectares à la fin du 19e siècle, fond comme neige au soleil et représente aujourd'hui la taille d'un terrain de football. Face à cette érosion catastrophique due au changement climatique, les représentants du comité olympique slovène ont souhaité sensibiliser le public à ces changements. Pour ce faire, ils ont décidé de faire voyager un fragment du glacier Triglav à travers l'Europe en s'arrêtant dans des villes emblématiques et olympiques. Le morceau de glacier a donc fait escale en principauté et a été présenté au prince souverain. Le bout du glacier terminera son épopée en Chine lors des Jeux olympiques d'hiver qui débuteront le 4 février prochain. Et enfin du tir à l'arc avec le challenge Prince Albert II qui s'est tenu ce week-end. La première compagnie d'arc de Monaco a accueilli une centaine d'archers pour participer au 14e challenge de tir à l'arc Prince Albert II, un événement qui s'est déroulé ce dimanche à la ZAC Saint-Antoine. Créée en 1957, la première compagnie de tir à l'arc de Monaco compte une cinquantaine de membres, dont une vingtaine de jeunes et une quinzaine de compétiteurs. Si le tir à l'arc classique s'illustre depuis le début du XXe siècle aux Jeux Olympiques, le tir à l'arc à poulies est inscrit aux mondiaux et les deux sont en compétition aux Jeux paralympiques. Merci Christinda, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. En basket, la Roca Team s'est inclinée hier en championnat face à Limoges, 83-73. Quels sont les temps forts à retenir de cette rencontre? La réponse dans ce résumé signé Yannick Debevert sur des images de Lionel Bernardi. C'est une Roca Team essoufflée avec 6 joueurs indisponibles qui recevaient la belle équipe de Limoges ce dimanche. Les Monégasques débutent pourtant bien le match avec 2 tirs longue distance de Diallo et Moti Younas. Mais derrière, Limoges va dérouler. Les Roca Boys sont incapables de suivre les mouvements offensifs de leurs adversaires. Les Limougeaux prennent rapidement l'avantage et vont même creuser un écart significatif pour terminer ce premier quart-temps avec 10 points d'avance. Monaco ne trouve pas de rythme offensif et seul Danilo Andjusic est inspiré sur le terrain. Ce caviar pour Will Thomas est une action de très grande classe. Malheureusement, l'équipe ne suit pas. Les Monégasques perdent beaucoup de ballons, se font dominer au rebond et ne réussissent qu'un tir dans la raquette sur 11 tentatives. Limoges est tout simplement au-dessus dans tous les compartiments du jeu mais fait beaucoup de fautes. Monaco survit grâce à son adresse au lancer franc et à son shooter, Andjusic. 12 points d'écart à la mi-temps, la Roca Team est toujours là en embuscade. Dans le troisième quart, Monaco gratte quelques points de retard et revient même à 5 points grâce au même Danilo Andjusic. Le Serbe enchaîne les paniers à 3 points et assure sur la ligne des lancers francs. À -9 dans la dernière période, Mike James se remet la tête à l'endroit et enchaîne 2 paniers. Mais Harper d'abord
et Pinkins ensuite permettent à Limoges de reprendre un écart confortable. Monaco s'approchera mais ne parviendra jamais à repasser devant. Limoges s'impose logiquement à Gaston Médecin 83-73. Danilo Andjusic a livré sa meilleure performance offensive de la saison avec 27 unités dont 6 paniers à 3 points. We didn't show the right energy, the right character from the beginning, and that cost us a win today. We are all motivated for EuroLeague. There is no extra motivation, but also for French Championship we gotta be 100% ready and play the best as we can, so we can achieve our goal at the end, and that's to win the championship. Prochain rendez-vous pour la Roca Team ce mercredi en Euroleague avec un déplacement à Berlin, une équipe entraînée de 2012 à 2016 par Sacha Obradovic. Et Alba Berlin-Monaco sera bien évidemment à suivre en direct sur Monaco Info avec aux commentaires notre duo de choc, David Cosette et Ali Traoré. Elle fait le bonheur des petits et des grands. La patinoire a ouvert ses portes début décembre au village de Noël. Samedi soir, la mairie y proposait un spectacle sur glace. Un rendez-vous très attendu, d'autant plus qu'il n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Le reportage de Christine Tomel et Marie-Ève Bélier. C'est à ciel ouvert que s'est tenu le gala de Noël sur la patinoire à 2 pas du marché de Noël. Au programme, patinage, humour, prouesse, acrobatie, illusion et magie. La troupe professionnelle patinaire a offert un spectacle aux accents de fête de fin d'année avec un invité surprise, le Père Noël, qui avait pour l'occasion chaussé ses patins à la grande joie des enfants, mais aussi des plus grands. Ce spectacle parce qu'il allie différentes choses, évidemment du patinage, mais également quelques petites séquences de cirque et de la voltige. Et ça c'est important parce que du fait qu'on a la chance d'être sur une patinoire en plein air, on peut monter à des hauteurs qui ne sont pas normalement permises dans une patinoire couverte. C'est un thème un peu particulier. Je ne vais pas vous surprendre en disant que le Père Noël est le personnage principal. Et le Père Noël aura quelques difficultés à livrer ses cadeaux, mais heureusement, je crois qu'il y a des lutins qui sont cachés un peu autour de la patinoire et qui vont l'aider. Et je crois qu'à la fin, ça va réussir. En tous les cas, c'est vraiment une grande joie de retrouver cet aspect un peu festif et qui nous avait un peu manqué l'an dernier. Un spectacle qui a séduit le plus grand nombre, outre les prouesses artistiques sur la glace, les musiques entraînantes et les chorégraphies exceptionnelles ont également conquis les cœurs, un gala de Noël qui a su répandre ce week-end la magie de Noël. D'un spectacle à un autre, le Monaco Dance Forum vient tout juste de se clôturer. Après la compagnie Hervé Koubi, coup de projecteur ce soir sur La Danse du Soleil, consacrée par le New York Times comme l'un des plus beaux spectacles du monde classique. Cette représentation dévoile un savoureux mélange entre musique, danse et théâtre, une ode à la vie sur laquelle revient José Sacré. Dernier spectacle du Monaco Dance Forum, les 18 et 19 décembre à la salle Garnier, La Danse du Soleil avec Geneva Camerata. Geneva Camerata n'est pas une compagnie de danse, mais un orchestre classique de plus de 20 musiciens qui interprètent des musiques de Lully et de Mozart en interagissant avec un danseur. Ce sont tous des musiciens de grande virtuosité, mais qui se retrouvent dans cet orchestre Geneva Camerata pour une raison très très précise, c'est-à-dire une raison qui inclut de casser un petit peu les codes, de casser un petit peu ces traditions qu'on connaît du classique, parce que comme on le sait, le classique est quand même très ancré dans le passé, et notre volonté, elle est d'aller vers l'avenir, de se diriger vers un futur dans lequel la musique classique attire aussi de nouveaux publics plus jeunes et aussi des personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu un concert. Alors voilà, on a la chance de proposer ce soir à l'Opéra de Monte-Carlo La Danse du Soleil avec Juan Cruz Diaz de Garayo Esnaola, qui est non seulement un très grand chorégraphe, un très grand danseur, mais c'est l'une de ces personnalités qui, depuis maintenant un certain temps, souhaite créer ce dialogue entre les arts.
Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, on retrouve Crisinda Thomel pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Crisinda ? Eh bien, le temps sera couvert demain avec parfois quelques légères éclaircies, mais qui peuvent disparaître totalement par moment. Un ciel très nuageux donc et des températures fraîches. Comptez 7 degrés pour les minimales et 10 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h58 et se couchera à 16h57 mardi. Ce jour-là, nous fêterons les pierres. Et il s'agira également du premier jour de l'hiver, Émilie. Merci Crisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec un détour du côté de la patinoire où le Père Noël nous a fait l'honneur d'être présent avant le début de sa tournée. Photo signée ce soir Manuel Vitali. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous et prenez soin de vous.